Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va continuer avec notre formation PHP pour débutants. Donc jusqu'à présent on a abordé beaucoup de concepts et le dernier en date, celui qu'on a fait la dernière fois, il relevait des formulaires. Et du coup je me dis il est important qu'on fasse un peu de pratique, donc aujourd'hui on va faire un travail purement pratique. Ce travail qu'on va faire aujourd'hui va nous permettre de réviser tous les concepts qu'on a vus depuis le départ, c'est-à-dire les variables, les conditions, les tableaux. Et on va même aborder certains concepts qu'on n'a pas encore vus. Donc, on va annoncer les prochains concepts ici. Donc, pour faire simple, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ici, on a un formulaire et on va faire une inscription en temps réel. L'inscription en elle-même devra prendre en compte les vérifications pas à pas pour s'assurer que les informations que l'utilisateur nous donne ici sont de bonne qualité. Donc, si je commence par exemple par soumettre le formulaire vide comme il est, vous allez voir qu'on a des erreurs qui apparaissent tout en dessous. On va dire que le nom est entre 4 et 32 caractères, idem pour le prénom. On a l'email qui n'est pas au format valide ici et on a entre 8 et 32 caractères pour le mot de passe. Et associé à tout ça, vous voyez qu'on a une erreur globale ici qui nous demande de remplir tous les champs du formulaire. Donc, si je remplis par exemple 3 caractères au niveau du nom, lorsque je vais valider, vous allez voir qu'on va toujours me dire que c'est entre 4 et 32 caractères. Si je viens remplir ici une adresse email qui est valide et que j'essaye de renseigner, vous allez voir qu'on me dit que cet utilisateur existe déjà parce qu'il a déjà été créé en base de données. Donc, lors de cette inscription, on va s'assurer qu'on n'est pas le même utilisateur deux fois dans notre base de données. Et maintenant, si je viens par exemple, je vais renseigner un nom tel que Alvin et je vais dire c'est Previa. Ensuite, pour l'adresse email, on va mettre un previa@gmail.com. L'adresse email n'est pas importante, c'est juste pour des tests. Et pour le mot de passe, je vais mettre un mot de passe conforme. Une fois que j'aurai rempli tous les champs de façon convenable, vous allez vous en rendre compte par ici. Une fois que ça sera fait, je vais valider mon inscription. Et vous voyez là, je ne vais pas enregistrer. Vous voyez là que je suis redirigé ici et on me dit bienvenue à Alvin Previa. Donc, dès cet instant, on aura fini avec notre inscription. Je vais tenter d'ouvrir ma base de données ici pour qu'on puisse voir effectivement que mes informations y ont été stockées. Donc, pour la connexion à ma base de données, je ne vais pas utiliser un mot de passe. Et pour ce petit projet ici, j'ai créé une base de données que j'ai appelée Form Validation. À l'intérieur de cette base de données, on a une seule table que j'ai appelée User et la table possède 4 champs. Les 4 champs ici, on a le nom, le prénom, l'email et le mot de passe. Le champ ID étant un champ d'incrémentation par défaut, il sera non nul, donc je l'ai mis ici en auto increment. Et vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, j'ai déjà un certain nombre d'éléments, notamment l'adresse Coding City pour laquelle on m'avait indiqué ici que l'utilisateur existait déjà. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir renseigner un utilisateur, si cette adresse email se trouve déjà dans la base de données, on aura simplement une erreur qui nous dit ici que notre utilisateur existait déjà. Donc, maintenant qu'on a fini ici avec la présentation, vous comprenez sans doute qu'il faudrait déjà être à l'aise avec le HTML5 et le CSS3. Mais en ce qui concerne le formulaire qu'on utilise par ici, c'est un formulaire que j'ai produit lors de mes tutoriels précédents. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez télécharger le cours de source. Mais si vous voulez voir le tutoriel et comprendre comment est-ce que je l'ai conçu, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus de cette vidéo. Une fois cela dit, vous devez également être à l'aise avec PHPMyAdmin ou alors tout au moins avoir au moins des rudiments qui vous permettent ici de créer une base de données comme on l'a fait ici avec Form Validation et de créer une table qui aura ces 5 champs par ici. Pour ce projet ici, j'ai créé un dossier que j'ai appelé Form Validation comme ma base de données. À l'intérieur de ce dossier, on a simplement 2 fichiers, un index.html, là où on va faire notre HTML, et on a notre styles.css qui contient le style CSS du formulaire. Donc, je vais commencer par me rendre à l'intérieur de mon dossier par ici, et je vais démarrer mon serveur interne de PHP sur le port 8000. Une fois que le serveur est démarré, je vais replier ma ligne de commande. Songez toujours à ne pas fermer la ligne de commande, simplement la replier. Et dans mon navigateur, je vais ouvrir effectivement mon localhost 8000. Donc là, vous vous rendez compte que j'ai 2 champs de formulaire. C'est le formulaire initial qu'on avait fait dans notre tutoriel. Ce formulaire, je vais l'enrichir progressivement de façon à ce qu'on puisse y travailler notre PHP. On va donc revenir ici dans notre éditeur de texte et là j'avais un champ de type email et ici j'avais un champ de type password. Mais là maintenant j'ai besoin ici d'un champ de type name et first name, donc on aura des champs de type texte en fait.
Pour cela, je vais demander ici à utiliser un champ de type texte et je vais descendre un peu plus bas. Je vais demander de nouveau à utiliser un champ de type texte. Ici, on aura le nom et ici, juste en dessous, on aura le prénom. Désolé, déjà, mon clavier n'a pas d'accent, donc je vais devoir saisir sans mettre les accents à certains moments. Une fois que c'est fait, je me dis que je vais changer les icônes que j'utilise ici. Et pour le coup, je ne vais pas utiliser Fa Envelope. Je vais plutôt utiliser ici Fa User. Donc, ça va me mettre des petites icônes de personnages. Et si je repars dans mon navigateur pour voir, vous allez vous rendre compte qu'ici, j'ai déjà un formulaire qui contient 4 champs. Cela dit, avant de continuer, je tiens déjà à préciser que cette vidéo sera un peu plus longue parce qu'il y a beaucoup de concepts qu'on va devoir aborder. Et comme je l'ai dit, il y a des concepts qu'on va annoncer et qu'on n'a pas encore commencé à voir réellement. Donc, on va repartir dans notre éditeur de texte et on va continuer à travailler bien évidemment. Vu qu'on a envie de faire du PHP, on va devoir travailler ici avec les fichiers PHP. Du coup, ce fichier index.html qui est par ici, je vais le renommer et je vais plutôt demander à ce qu'il soit désormais index.php. De la même façon, je veux qu'on travaille un peu suivant les conditions réelles et je me dis qu'on ne va pas faire le PHP à l'intérieur de ce fichier comme on le faisait lors des vidéos précédentes de la formation. Je me dis plutôt qu'on va créer ici un nouveau fichier PHP. Donc, dans ce fichier PHP que je vais appeler ici process.php, c'est là où on va faire tout le traitement PHP. Maintenant, en parlant de traitement PHP, qu'est-ce qu'on aura besoin de faire réellement pour ce petit tutoriel? Pour ce petit tutoriel, il y a préparé une liste des tâches qu'on aura accomplies. Entre autres, ici, on aura la tâche principale, c'est la validation du formulaire à l'inscription. Donc, la première chose qu'on va commencer à faire déjà, c'est de se connecter à notre base de données. Et pour la connexion à la base de données, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore abordé, mais je vais l'écrire ici. Et lorsqu'on fera les bases de données, vous allez comprendre de quoi il s'agit réellement. Je vais lancer ici une condition PHP try. À l'intérieur de cette condition, je vais essayer de récupérer une connexion à la base de données. Donc, je vais appeler cela database connection. Et pour cette connexion, je vais instancier un nouvel objet PDO. Et dans cet objet PDO, je vais passer un certain nombre de paramètres. La première chose ici, c'est le moteur que j'utilise pour me connecter à ma base de données, qui est le moteur MySQL. Une fois que c'est fait, vu que j'utilise ici le serveur interne de PHP, je ne vais pas préciser le host. Je vais directement préciser ici le DBName. Et pour le DBName, on a dit que notre base de données s'appelait Form Validation. Donc, si je ne saisis pas bien la chose, on aura les erreurs. Une fois que c'est fait, je vais rajouter une virgule et je vais rajouter ici l'identifiant avec lequel je me connecte à ma base de données qui est le root et le mot de passe avec lequel je me connecte à mon phpMyAdmin ici qui est simplement un mot de passe vide. Maintenant que c'est fait, je vais lui dire tu vas essayer de te connecter à la base de données. Ça, c'est ce que signifie le try qui est par ici. Et en dessous, on va lui dire si tu ne parviens pas à te connecter à la base de données qui a une erreur, on va lancer le catch dont tu vas nous capturer l'erreur en question. L'erreur qu'on va capturer sera de type PDO exception et on va lui dire, tu vas nous stocker ça dans une variable qu'on va appeler exception. Une fois qu'il va récupérer l'erreur d'exception, on va simplement demander qu'il affiche cette erreur pour qu'on puisse savoir quel problème est-ce qu'on a avec notre base de données. Donc, de là, je vais mettre ici erreur, je vais mettre 2 points et ensuite, je vais donc lui renseigner l'erreur en question. De là, exception et je vais récupérer l'erreur dans la méthode getMessage. À ce niveau ici, je viens de finir avec la connexion à la base de données. La deuxième chose qu'on s'est dit ici qu'on devait faire, c'est de s'assurer que tous les champs du formulaire sont remplis. Donc, aucun champ du formulaire n'est vide. À ce niveau ici, si je reviens dans mon index.php, vous allez vous rendre compte que on avait notre bouton. Je vais déjà commencer par supprimer cette partie-ci qui demande à nous rejoindre. Je vais également supprimer le Remember Me, ou alors je vais laisser le Remember Me, mais je vais supprimer ici le mot de passe oublié. Et là, vous allez vous rendre compte que dans notre formulaire, on a nos inputs qui sont soulignés. Pourquoi est-ce que les inputs sont soulignés? Parce que généralement, les inputs sont liés au label. Donc, ici, il faudrait que dans le label, je mette l'attribut for, qui n'est pas un attribut obligatoire, bien évidemment, et que je précise que c'est pour l'attribut, c'est pour le champ de texte input qui porte l'ID name. Donc, lorsque je mets ce for ici, pour le relier à cet input qui est ici au début, je vais simplement lui mettre un ID. Et dans cet ID, je vais demander que ça prenne name. Vous voyez que lui n'est plus surligné. De la même façon, si j'enlève ce que j'ai par ici et que je viens plutôt dire que c'est cet input ici qui va porter l'ID name, vous allez voir qu'en fait, lui ne sera plus surligné,
Mais en fait, cet input ne sera pas lié à ce label-ci, il sera plutôt lié à ce premier label qui est ici en haut parce qu'on a dit, tu vas être le label qui porte le label de l'identifiant name. Et on a mis cet identifiant à ce niveau-ci. Donc, pour gérer, il faudrait que je mette effectivement cet identifiant-ci au bon élément par ici en haut. Ce que je viens de faire, je vais également devoir faire ça ici et je vais mettre un identifiant de type first name par ici. Un peu plus bas, je vais mettre un identifiant de type email et ici au dernier élément, je vais mettre un identifiant de type password, bien évidemment. Maintenant que je l'ai fait au niveau des labels, je dois préciser les attributs for et ici on aura for password. Un peu plus haut, j'aurai l'attribut for et là, ça sera email. Et si je remonte par ici, j'aurai un attribut for et ça sera first name. Maintenant, vous voyez que je n'ai plus aucun élément qui soit souligné par ici. Donc, la relation entre mes champs de formulaire et les labels ont été effectués. Maintenant que j'ai complété ces éléments ici, pour qu'on puisse voir l'évolution de notre projet en temps réel et qu'on n'ait pas à se balader entre le navigateur et l'éditeur, je propose qu'on mette le navigateur d'un côté et l'éditeur de l'autre côté. Donc maintenant que c'est fait ici, si je reviens dans mon navigateur et que j'actualise, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont changé. Si j'essaye maintenant de soumettre mon formulaire, vous allez voir qu'on me demande ici de compléter ce champ. La vérification qu'on a ici, c'est une vérification HTML qui n'est pas très pertinente. Donc, tous les éléments required que j'avais ajoutés à ce niveau, je vais devoir les supprimer. Si je reviens de nouveau actualiser, vous allez voir que mon formulaire, tous les champs sont actifs, mais ce n'est pas ça l'important. Les champs sont simplement actifs parce que la validation CSS ici utilisait les éléments required que j'avais mis. Donc, pour comprendre ça, comme je l'ai dit, vous n'avez qu'à regarder le tutoriel que j'ai conçu à cet effet. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant que notre formulaire il est ainsi, si j'essaye de le soumettre, vous allez voir qu'en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien simplement parce qu'ici, on n'a pas indiqué comment est-ce que le formulaire devra être traité. Lorsqu'on était en train de faire les formulaires, on s'était dit que la première chose déjà pour indiquer au formulaire, là, il va aller chercher son traitement, c'est de lui mettre ici dans la balise forme un attribut action. Cet attribut action ici lui permet de savoir là où il va aller chercher le traitement côté serveur. Nous, on s'est dit qu'on va faire le traitement dans le fichier process.php. Donc, dès cet instant, si je reviens ici par exemple et que juste en dessous, je demande à afficher quelque chose qui va s'appeler par exemple good, je vais mettre un point virgule. Si je reviens par ici et que je clique de nouveau, vous allez voir que je suis redirigé sur la page process.php et dans cette page process.php, j'ai simplement ici good qui s'affiche. Donc, ça veut dire en fait que maintenant, notre formulaire connaît exactement là où il devra aller chercher le traitement PHP. Qu'à cela ne tienne, je vais supprimer ce que j'ai déjà par ici et on va revenir sur notre formulaire initialement. Si à ce niveau, je remplis mon formulaire en donnant par exemple coding, que je donne ensuite city et que je donne mon adresse email avec un mot de passe, lorsque je vais soumettre mon formulaire, on ne sait pas où est-ce que passent nos données. Donc là, il ne connaît pas comment il va traiter le formulaire parce qu'on ne lui a pas dit ici dans notre formulaire la méthode qu'il devra utiliser. Donc, par défaut, on s'est dit que c'est la méthode get et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a le point d'interrogation qui apparaît ici. Donc à ce niveau, je vais lui demander d'utiliser la méthode post et une fois qu'il utilise la méthode post, on va commencer à travailler. On s'est dit que lorsqu'on utilise la méthode post ici, on a envie de récupérer les éléments qui se trouvent dans le formulaire et pour cela ici, on va utiliser une super variable globale qu'on appelait post comme ceci. Et cette variable post va récupérer tous les éléments qu'on aura saisis dans le formulaire. Mais si je reviens par ici, comme on était sur notre page par ici, et que j'essaye de resoumettre ce formulaire, vous allez voir que le var dump ici m'indique qu'on a 0 élément, un tableau totalement vide. Pourquoi est-ce que le tableau qu'on utilise ici est totalement vide? Parce que les éléments que j'ai saisis dans mon formulaire ici, le PHP ne sait pas comment il va les récupérer. Il ne sait pas comment il va les récupérer simplement parce que pour que le PHP récupère les éléments d'un formulaire, il a besoin ici dans les champs de ce formulaire un attribut qu'on appelle name. Donc dans cet attribut, la valeur qu'on va renseigner va indiquer au formulaire ce qu'il devra récupérer. Vous allez voir dans un premier temps que si je mets ici des names un peu de partout, je vais rajouter ça, mais que je ne mets aucune valeur. Vous allez voir que si je reviens dans mon formulaire et que je clique encore sur se connecter, on n'aura effectivement rien. Mais si je reviens ici dans mon formulaire et que je me dis au niveau de l'input qui va nous porter le nom,
je veux qu'à l'attribut name, tu prennes la valeur name, comme pour dire que c'est le nom qu'on aura renseigné à cet endroit. Vous allez voir que si je reviens dans le navigateur et que j'essaye de resoumettre les données que j'avais précédemment, vous allez voir les informations précédentes transmises par Firefox doivent être renvoyées. Donc, je vais renvoyer ces données et là, il ne se passe rien. Donc, je vais simplement supprimer tout ce que j'ai ici et je vais de nouveau remplir mon formulaire, par exemple avec Audi. Ici, à ce niveau, j'ai déjà mis l'attribut name. Par contre, au deuxième élément, je n'ai pas mis la valeur. Lorsque je vais soumettre mon formulaire, vous voyez que j'ai uniquement name qui apparaît ici et la valeur, c'est Cody. Pourtant, j'avais également mis le prénom, mais il n'y a rien qui apparaît. Donc, je vais lui dire, ici, je veux que tu prennes la valeur first name au niveau de l'attribut name. Donc, en fait, ce qu'il va écouter, c'est la valeur qu'on met ici à l'intérieur et il va se dire, pour la valeur first name, on avait renseigné un élément qui s'appelle city. Et si je reviens de nouveau soumettre, là, il faudrait que j'actualise déjà mon formulaire. Maintenant, si je reviens soumettre, vous allez voir que j'ai name et ensuite j'ai first name par ici. Donc, c'est ainsi qu'on va lui demander d'écouter également ce qu'on aura mis pour la valeur email et ce qu'on aura mis pour la valeur password. Donc, dès cet instant, mon formulaire il sera un peu mieux formaté. Maintenant que j'ai fini de mettre les attributs HTML, les attributs PHP dont on a besoin ici pour pouvoir traiter notre formulaire, on va repartir dans notre process PHP et on va continuer avec nos éléments. On s'était dit ici que le formulaire doit être déclenché uniquement avec le bouton dédié. Quand on dit que le formulaire doit être déclenché avec le bouton dédié, ça veut dire quoi en fait? Supposons que je vienne par ici et que je duplique ce bouton. Lorsque je duplique ce bouton ici, je vais lui mettre un attribut name et dans cet attribut, je vais dire qu'il est là uniquement pour le test. Par contre, au niveau du premier bouton, je vais lui mettre un attribut name pour lequel je vais mettre ici register. Donc, il va s'inscrire en fait. Ici, on a dit qu'on est en train de faire une inscription, donc je préfère que ce soit ici inscription. Et à ce niveau-ci, je préfère plutôt que ce soit test. Ça va nous permettre de lever l'ambiguïté sur nos boutons. Donc, si j'actualise par ici, vous allez voir qu'effectivement, j'ai deux boutons. Si je clique sur ce bouton, vous allez voir que j'ai les éléments de mon formulaire qui apparaissent par ici. Au niveau de email, on a une chaîne de caractères vide. Au niveau de password, on a une chaîne de caractères vide simplement parce qu'on n'a pas rempli ces champs. Et si je clique également sur inscription, vous allez voir qu'on a la même chose. Donc là, en fait, j'ai deux boutons qui me permettent de faire la même chose. Ce que nous on veut ici, c'est que ce soit uniquement ce bouton-ci qui nous permette de faire ces opérations. Donc pour cela, dans notre PHP, ce qu'on va lui dire, c'est que tu vas tester le bouton sur lequel on va cliquer. Pour cela, on va prendre ici I7 et on va tester ce qui est contenu dans post et on va récupérer ce qu'on avait mis comme attribut register. Donc à ce niveau, il va venir écouter post register qui se trouve à ce niveau. Et lorsque le post register sera cliqué, c'est uniquement à ce moment qu'il va nous afficher le var dump qu'on a par ici. Du coup, si je reviens par ici et que j'actualise mon formulaire, lorsque je vais cliquer par ici, vous voyez que effectivement on est redirigé sur process.php, mais on ne voit aucune information. Par contre, si je viens cliquer ici sur inscription, lorsqu'on sera redirigé, on va voir nos informations. Donc, en fait, c'est ici qui consiste à déclencher le formulaire uniquement avec le bouton dédié. Maintenant qu'on a fini avec cette étape, on va faire la deuxième étape. La deuxième étape ici, là, nous demande simplement à vérifier que notre formulaire a été rempli, donc que tous les champs de notre formulaire sont remplis. Pour vérifier ici que tous les champs de notre formulaire sont remplis, on va ici commencer par tester est-ce que tous les champs sont, est-ce que chaque champ a été rempli. Pour cela, on va lancer une condition if. Dans cette condition, on va utiliser une fonction PHP ici qui est le empty. La fonction empty va tester si le champ du formulaire est vide. Donc pour cela, on va commencer par tester par exemple $name. Mais à ce niveau, on ne connaît pas réellement quelle est la fonction, quelle est la variable $name. Donc ce qu'on peut faire, c'est de dire dans notre formulaire, tu vas nous définir une variable $name et cette variable sera ce que tu vas récupérer depuis le champ qui porte l'attribut PHP name avec la valeur name. Donc, ce que je viens de faire, si je duplique ça, je peux faire la même chose à ce niveau-ci pour le first name par exemple et me dire, je veux que ce soit plutôt ici un first name. Ensuite, je vais descendre un peu plus bas et je vais me dire, je veux qu'ici ce soit l'email. Et après, en dernier lieu, lorsque je vais dupliquer ça de nouveau, je vais lui demander, ici tu vas plutôt me mettre un élément de type password. Donc, ce que je suis en train de lui dire simplement, c'est lorsque tu vas venir à ce niveau,
tu vas prendre $post et tu vas écouter la valeur qui se trouve dans l'attribut name. Lorsque la valeur sera password, l'élément qu'on t'aura passé à l'intérieur qui est le mot de passe, je veux que tu le stockes ici dans une variable password. Donc, dès cet instant, je peux utiliser ma variable name par ici. Mais ce que je viens de faire là, je peux simplifier tout ça en PHP en utilisant une seule ligne qui est une fonction qu'on appelle extract. Dans cette fonction, je vais lui dire, je te passe le tableau PHP et ce qu'il va faire, c'est quoi en fait? C'est que lorsqu'il va trouver un élément qui s'appelle post name, il va directement le convertir ici en $name. De cette façon, lorsque je vais lancer ma condition, je vais lui dire if empty name, je veux que tu me renvoies une erreur qui me dise de remplir tous les champs. Donc, ce que je vais commencer par faire ici, c'est de mettre un écho par exemple qui va dire remplir tous les champs. Désolé, là, ça sera beaucoup mieux comme ceci. Si je viens et que je ne remplis pas ces champs, lorsque je vais cliquer par ici, vous voyez qu'on me demande de remplir tous les champs. Je vais revenir par ici, sauf que ce n'est pas comme ça qu'on a envie d'afficher nos erreurs. On aimerait que nos erreurs s'affichent juste ici en dessous. Donc, pour que nos erreurs s'affichent juste ici en dessous, on va rentrer dans notre HTML et ici, juste en dessous du champ name, après l'icône qu'on avait par ici, je vais créer un élément auquel je vais donner la classe form_error. À cet élément auquel je donne la classe form_error, pour le moment, on va simplement lui dire de remplir tous les champs. Si je reviens par ici et que j'actualise, vous allez voir que j'ai rempli tous les champs qui apparaissent par ici. C'est là où nos erreurs vont s'afficher. Ce n'est pas très beau et puis je me dis, on va directement faire son CSS pour devoir le rendre un peu plus beau. Donc pour cela, on va rentrer ici dans notre CSS et on va se rendre tout au fond de notre document. Et de là, je vais cibler l'élément que je viens d'appeler ici form_error. À cet élément form_error, je vais commencer par lui donner une couleur de fond qui sera du rouge. Donc je vais mettre red endu comme ceci. Et après, je vais lui donner une couleur. En fait, c'est la couleur qui sera du rouge et la couleur de fond ici sera du blanc. Donc, je vais mettre white. Juste en dessous ici, je vais lui mettre un margin block start. Donc, je vais mettre ici un margin block start pour lequel je vais donner la valeur 4 pixels pour que ce ne soit pas collé directement à notre élément, à notre ligne qui apparaît juste ici en dessus. Et après, juste après, je vais lui mettre ici un font size de 13 pixels pour lui réduire sa taille. Et je vais mettre un padding de 4 pixels et de 8 pixels. Donc, si je reviens maintenant et que j'actualise, voilà comment notre erreur va s'afficher dans notre formulaire. Donc, ce que nous on aimerait ici, c'est que les erreurs s'affichent uniquement lorsqu'il y en a. Et s'il n'y en a pas, on ne veut rien afficher. Donc, la première chose qu'on va commencer par faire, c'est de rentrer ici dans Process PHP et de se dire, juste avant de traiter notre formulaire, on va se définir une variable ici, errors. Et cette variable sera un tableau vide. Là, on est en train de parler des concepts des tableaux. Cette variable errors qu'on a par ici, lorsqu'il y aura une erreur, on va rajouter l'erreur dans ce tableau. Donc, en grosso modo, comme je suis venu demander ici de faire un écho, ce n'est plus ce qu'on va faire. Ce qu'on va simplement lui faire, c'est de lui dire, si on n'a pas rempli l'un des champs du formulaire, ça veut dire que tous les champs ne sont pas remplis. Pour cela, ici, je vais définir une erreur que je vais appeler global. Donc, ça sera une erreur globale parce qu'elle est relative à tout le formulaire. Et de là, je vais lui dire, remplis tous les champs. Donc, il va simplement prendre la condition qu'on avait demandé ici et il va la mettre là, tout en haut. Donc, pour récapituler ce que je viens d'écrire ici, on a défini un tableau $errors. À l'intérieur de ce tableau, je vais créer une clé globals et à cette clé global, je vais lui mettre ici la valeur remplis tous les champs. Ce qui fait en sorte que si je demande ici en dessous ce qui est contenu dans mon tableau errors, lorsque je vais venir et que je vais cliquer sur inscription, vous allez voir que dans le tableau errors, j'ai une clé global et la clé global en fait me demande de remplir simplement tous les champs. Ce que je vais donc faire pour pouvoir afficher mon erreur à ce niveau-ci, c'est de revenir dans mon HTML et de là je vais utiliser une condition PHP pour tester cela. Je vais ouvrir mon PHP par ici et je vais afficher mon erreur. Donc, je referme d'abord ma balise PHP pour ne pas avoir déjà des erreurs. Et le PHP echo que je viens d'écrire ici, je peux l'écrire de façon plus simplifiée, simplement comme ceci. À l'intérieur, je vais lancer une condition if. Et dans cette condition if, je vais tester si dans notre tableau errors, désolé, c'est comme ceci. Je vais tester si dans notre tableau errors, on a un élément qui s'appelle, une clé qui s'appelle global.
Donc, si on a une clé qui s'appelle global, on va simplement lui dire d'afficher notre erreur. Mais dans la mesure où on n'a pas une clé qui s'appelle global, on ne va rien afficher du tout. C'est ainsi qu'on va gérer pour pouvoir afficher les erreurs lorsqu'il y en a et ne pas les afficher lorsqu'il n'y en a pas. Maintenant, faire le PHP de cette façon dans le HTML, c'est un peu lourd. Ce que je vais faire, c'est d'utiliser les conditions ternaires. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec les ternaires, je vous conseille de cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus de cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, on va parler des conditions PHP et dans cette vidéo également, vous allez voir comment est-ce qu'on peut écrire les ternaires et comprendre ce que je vais écrire ici tout à l'heure. Donc, je vais lui dire, tu vas tester le tableau Heroes et tu vas regarder s'il contient une clé global. S'il contient une clé global, on a envie que tu nous affiches un certain nombre d'éléments. Donc, je vais mettre ici un point d'interrogation et là, je vais afficher ce que j'ai par ici, tout en dessous. À ce niveau-ci, je vais demander que ce soit les simples quotes. Ça sera beaucoup plus simple pour que je n'ai pas d'erreur. Et juste ici à la fin, je vais remettre ma double quote. Ce qui aura pour effet ici de souligner tout dans mon éditeur parce qu'ici également, c'est une simple quote. Donc, je vais écrire ça comme ceci. Et là, vous voyez que tout revient dans l'ordre. Maintenant, je vais lui dire, si tu vérifies le tableau Heroes et qu'il y a une erreur qui porte la clé global, tu vas m'afficher l'erreur. Et si tu vérifies et qu'il n'y a aucune clé, tu n'affiches rien du tout. Donc, on va mettre une chaîne de caractères vide. De cette façon, si je reviens par ici et que j'essaye de soumettre mon formulaire, ça va me rediriger par ici parce qu'on avait dit qu'il va aller faire le traitement sur process.php. Par contre, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est simplement de revenir par ici et de me dire dans mon process.php, j'ai défini Heroes par ici. Mais le Heroes en question, je veux qu'il soit accessible également sur cette page-ci, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est de revenir ici au niveau du process et je vais lui dire, lorsque tu auras fini de faire tout le traitement PHP, tu vas me récupérer mon fichier index.php. Cela aura pour effet de faire en sorte que lorsque j'aurai fait tout mon traitement ici en haut, tout le contenu de cette page-ci va venir être rajouté juste ici en dessous. Donc, du coup, la variable Heroes que j'ai définie à ce niveau, il va la trouver à ce niveau-ci et il va pouvoir la traiter sans problème. Pour la suite, déjà, je vais commencer ici par supprimer le var_dump que j'ai à ce niveau. Et de là, je vais revenir actualiser ma page. Vous allez voir qu'ici, j'ai rempli tous les champs. Et si j'ai rempli tous les champs, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que normalement, ça ne devrait pas apparaître pour le moment. Donc, j'ai dit, s'il y a une variable global, c'est là où on va mettre, effectivement, je n'ai pas supprimé ce que j'avais précédemment déjà par ici. Donc, si je reviens et que j'actualise, vous allez voir qu'il n'y a rien pour le moment. Si j'essaye de soumettre mon formulaire, vous allez voir ici rempli tous les champs. Le seul problème, c'est que ici, en fait, on travaille uniquement pour le nom et on ne veut pas que ce soit affiché partout. Donc, ce que je vais faire, vu que ça, c'est une erreur globale, qui est globale à tout le formulaire, je vais me créer ici juste au-dessus du titre de niveau 1, un élément auquel je vais donner la classe Global Hero. À l'intérieur, je vais demander à ce qu'il remplisse tous les champs du formulaire. Donc, pour le moment, je vais mettre rempli et on va s'arrêter là. Si je reviens par ici et que j'actualise, je vais renvoyer. Vous allez voir qu'ici, j'ai rempli. Donc, ce rempli que j'ai par ici, je vais essayer de le mettre en forme dans notre CSS pour qu'il soit un peu plus élégant. Pour cela, juste en dessous du form hero ici, je vais cibler ce que j'ai appelé Global Hero. Pour ce Global Hero, je vais bien évidemment lui mettre déjà un margin bottom de 1 rem et ensuite je vais lui mettre une couleur rouge à lui aussi. Je vais lui mettre un background qui sera de couleur blanche et je vais lui donner un padding de 4 et de 12 pixels également. Et lui, il aura une taille de texte un peu plus grande, donc je vais mettre un font size à 18 et je vais mettre un font weight de 700. À ce niveau, si je reviens ici et que j'actualise, je ressoumets les éléments de mon formulaire. Vous voyez que j'ai rempli qui apparaît pas ici. Pour rendre le truc un peu plus cool, je peux mettre un text align à center. Là, c'est un touch action. Et moi, je voulais plutôt un text align à center. Donc, si je reviens actualiser de nouveau, vous allez voir que désormais les éléments sont centrés. Donc, ce que je vais donc faire ensuite, c'est de revenir prendre ma condition ternaire que je viens de mettre à ce niveau. Et je vais simplement la coller à ce niveau-ci. Donc, une fois que j'ai mis ma condition à ce niveau, je vais lui dire, tu vas m'afficher l'erreur qui correspond. On ne va pas mettre une valeur de l'erreur comme ça en dur, mais on va afficher l'erreur qui correspond. Et l'erreur qui correspond se trouve à ce niveau-ci.
Vous vous rappelez, lorsqu'on a fait le var dump de $heroes, ça nous a montré une clé qui s'appelait global. Et cette clé nous demandait simplement de remplir tous les champs. Donc, on va venir à ce niveau et on va donc devoir renseigner ça comme ceci. Une fois que c'est fait, on n'a plus rien d'autre à faire. Si je reviens désormais par ici et que j'essaye de resoumettre les éléments de mon formulaire, vous allez voir qu'on nous demande de remplir tous les champs. Mais là, ça ne prend pas la bonne mise en forme parce que j'ai mis plutôt form error au lieu plutôt de global error. Donc, si je réessaie, vous allez voir que j'ai tous mes champs qui sont remplis, bien évidemment. Maintenant que c'est fait, là, on vient de tester pour un champ de formulaire qui est vide. Donc, on a fait ici un empty name. Ce qu'on a envie de faire ensuite, c'est de tester également si les autres champs du formulaire ne sont pas vides. Donc, je vais dire, tu vas me tester le nom ou le prénom. Ici, c'est first name. Ou alors, tu vas tester plutôt l'adresse email. Et ici, ça sera email. Et on va tester le dernier élément qui devrait être en fait le mot de passe. Donc, tu vas tester ces champs. S'il y a l'un de ces champs qui est vide, si celui-ci est vide ou alors si l'autre est vide, tu vas renvoyer l'erreur globale. Maintenant qu'on a fini ici de vérifier si tous les champs du formulaire ont été remplis, on va devoir vérifier si le nom ici fait entre 4 et 32 caractères et on va faire pareil pour le prénom. Donc là, je vais lancer une nouvelle condition if et je vais demander à tester ici le mbstr_len. Il va tester ce qui se trouve dans la variable name et il va se demander si ce qui se trouve dans la variable name est inférieur à 4 caractères. Ensuite, on va également prendre ce même mbstr_len et on va de nouveau tester ce qui se trouve dans la variable name. Et cette fois, on va demander si c'est supérieur à 32 caractères. Ici, en ce qui concerne le mbstr_len, on en avait parlé lorsqu'on a vu les chaînes de caractères. Donc, pour revoir ce tutoriel, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus de cette vidéo. Là, on vient de tester deux conditions. Est-ce que notre nom contient moins de 4 caractères ou alors il contient plus de 32 caractères? S'il a moins de 4 caractères, on veut renvoyer une erreur. Et cette fois-ci, je vais prendre le tableau heroes, mais je vais définir une clé name. À cette clé name ici, je vais simplement demander à ce qu'on précise à l'utilisateur que c'est entre 4 et 32 caractères. De la même façon, je vais dupliquer ce que je viens d'écrire ici, mais cette fois-ci, on va plutôt travailler avec notre first name. Et on va lui dire, si le first name également est entre 4 et 32 caractères, on va définir une clé first name à ce niveau qui va également porter son erreur dédiée. De là, si je veux déjà tester ça, ce que je vais faire, c'est de revenir à ce niveau et de me dire, si j'ai une erreur ici qui s'appelle name, je vais simplement que tu viennes m'afficher ce qui est contenu dans cette erreur name là à ce niveau-ci. Donc, je vais cibler cet élément et je vais coller ça là sans problème. Ce qui fait que si je reviens par ici et que j'essaye de m'inscrire, vous voyez qu'on va me demander de remplir tous les champs, mais ensuite on va me dire c'est entre 4 et 32 caractères. Ce que je viens d'écrire là, je vais également prendre la même chose et je vais coller ça juste ici en dessous. Et je vais maintenant demander à ce que ce soit plutôt le first name. Et là, si je ressoumets mon formulaire, vous voyez que j'ai les erreurs qui apparaissent au niveau de ces deux éléments. On va revenir dans notre process PHP et quelle est la prochaine tâche qu'on aura à faire? C'est de s'assurer que l'adresse email est en format valide. Donc pour l'adresse email ici, je vais lancer une nouvelle condition if et dans cette condition, on va utiliser une fonction PHP qu'on appelle le filter var. Cette fonction en fait va tester une variable pour voir si elle est de type correspondante. Donc ici, je vais lui dire, je veux que tu me testes la variable email et je veux que pour cette variable, tu utilises le filtre qu'on appelle filter validate email. Et de là, il va tester, il va se dire, est-ce que l'email que je viens de recevoir est au format valide? Si l'email est au format valide, il n'y a pas de problème. Mais si l'email n'est pas au format valide, pour cela, on va donc ajouter le point d'exclamation pour tester la condition opposée. Donc, si l'email n'est pas au format valide ici, je vais simplement définir une nouvelle clé qui va porter la valeur email ici dans notre tableau d'erreur. Et de là, je vais lui dire, l'email n'est pas au format valide. Une fois qu'on a testé l'email par ici, si on revient et que je clique de nouveau, là, je dois déjà afficher l'erreur concernant l'email. Donc, je vais copier ce que j'ai par ici. Désolé, je vais copier ce que j'ai par ici, que je vais coller juste en dessous. Et là, on va se dire qu'on est en train de travailler avec la clé
email et on récupère l'erreur qui se trouve dans la clé email. Donc, si je reviens de nouveau ici et que je clique, vous voyez qu'on me dit ici là que l'email n'est pas valide. Par contre, si je renseigne effectivement un email valide et que je clique de nouveau, je n'ai pas cette erreur qui apparaît. Donc, on va revenir dans le process PHP et là, on s'était dit, on a l'adresse email qui doit être unique. À ce niveau, vous devez être un peu plus concentré parce que ce qu'on va faire sera légèrement avancé pour les débutants. Pour tester qu'une adresse email est unique ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partir dans notre base de données, récupérer les emails qui s'y trouvent et comparer les emails qui sont dans notre base de données avec l'email que l'utilisateur aura renseigné à ce niveau-ci. Donc, la première chose qu'on va devoir faire déjà, c'est de récupérer ici les emails qui sont contenus dans notre base de données. Et je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler emails en majuscule. Et là, je vais donc prendre ma connexion à la base de données ici, database connection. Je vais lancer une requête de type query. Et dans cette requête de type query, je vais sélectionner uniquement les emails qui se trouvent dans ma table user. Une fois que je sélectionne ces emails, je vais demander à les récupérer ici en utilisant la méthode fetchAll, vu que je dois récupérer tous les emails qui se trouvent dans mon tableau. À ce niveau, dans le fetch, je vais lui demander de récupérer. Déjà, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Et ne faites pas attention aux éléments qui sont soulignés ici. C'est simplement parce que mon éditeur de texte ici, mon IDE, il ne reconnaît pas ma base de données. Donc, si j'ai envie de l'aider, je vais venir au niveau de database par ici et je vais lui dire que je travaille avec une base de données de type MariaDB. Une fois que c'est fait, on va me demander de me connecter à ma base de données. Le nom d'utilisateur, c'est root et le mot de passe, je n'ai rien mis. On va me demander la base de données avec laquelle je travaille. Ici, c'est simplement la base de données forme validée Tor. Je crois bien que c'est ainsi. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK. Ici, on me dit que la base de données est inconnue. Et effectivement, j'ai mal écrit. Ce n'est pas form validator, mais plutôt form validation. Donc, je vais de nouveau refaire ce que je viens de faire. Et là, on s'était dit que c'est form validation. Comme ceci, je vais mettre mon nom d'utilisateur et je vais l'appliquer. Du coup, je me dis que je peux simplement supprimer ce que j'ai par ici. Et je vais rester avec mon form validation. Dans ce form validation, je vais actualiser pour qu'il me charge mes tables. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, j'ai une table user. Si je clique, vous allez voir que dans cette table user, il y a tous les éléments qui se trouvent dans ma base de données, dans mon phpMyAdmin que j'ai par ici. Donc, on va revenir à ce niveau. Je vais fermer ce que j'ai par ici. Je vais également fermer ça et je vais replier cette sidebar. Maintenant, vous voyez que je n'ai plus ces erreurs qui apparaissent à ce niveau. Je vais venir par ici et je vais lancer un var dump et on va voir ce qui est contenu dans emails. Si je viens par ici et que je soumets de nouveau mon tableau, vous allez voir qu'ici j'ai un tas d'éléments qui apparaissent mais que je ne peux pas réellement lire parce que c'est en noir. Mais en gros, vous allez vous rendre compte que j'ai l'email Coding City et j'ai cet email encore une deuxième fois. Cette boule ici, elle nous dérange. Donc, ce que je vais faire, c'est de revenir dans mon style CSS. Et au niveau du blob ici, je vais le mettre en Z-index. Désolé. Je vais lui mettre une valeur négative. Donc là, je vais actualiser. Et désormais, il va passer à l'arrière de nos textes. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous allez remarquer que j'ai une clé email. Et cette clé email porte la valeur Coding City par ici. Mais juste à côté, j'ai également une clé qui porte cette valeur, mais c'est une clé indicée. Elle n'est pas une clé associative comme celle qu'on a ici. Simplement parce que lorsqu'on récupère nos données ici, là, avec la méthode fetch, il y a ce qu'on appelle généralement la méthode de récupération. Et par défaut, ça nous récupère les données ici avec un fetch bof, qui est l'élément placé à ce niveau. Mais nous, on va récupérer cela avec un fetch assoc. Si je sauvegarde et que je reviens de nouveau actualiser par ici, vous allez voir que maintenant les emails apparaissent une seule fois. Donc j'ai Coding City et pour cela ici j'ai un tableau qui contient 6 éléments. À l'intérieur de ce tableau, il y a d'autres tableaux qui contiennent désormais les éléments que je veux. Vous voyez que j'ai un premier tableau ici, j'ai un deuxième tableau à ce niveau, j'ai un troisième tableau à ce niveau, j'ai un quatrième à ce niveau. Maintenant, quel est le traitement qu'on va faire? Parce qu'en réalité, on a envie de comparer l'email qu'on reçoit par ici avec l'email qui se trouve dans notre base de données.
Le seul problème, c'est que ces emails ici ne sont pas réellement dans un tableau. Ces emails sont contenus dans un tableau qui contient d'autres tableaux. Donc, ce que nous, on va faire, c'est de se créer un tableau qui contient uniquement les emails. Pour cela, ici, je vais créer un tableau que j'appelle All Emails, qui va contenir toutes les emails uniquement, et ça sera un tableau vide. Donc, comme je l'ai dit, les tableaux ici sont des éléments très importants en PHP. Donc, si vous n'avez pas encore les concepts initiaux, les concepts de base des tableaux, je vous conseille de cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus de cette vidéo. Vous allez prendre environ 15 minutes pour comprendre comment est-ce qu'on manipule les tableaux. Une fois que ça sera fait, vous pourrez revenir par ici et vous allez être à l'aise avec ce qu'on va faire. Donc, à ce niveau, je vais créer un tableau All Emails qui sera un tableau totalement vide. Ce tableau, je vais utiliser ici une boucle for each et je vais prendre emails que je viens de récupérer en base de données qui contient tous ces éléments que j'ai par ici. Une fois que je prends ces emails, je vais lui dire, tu vas me parcourir cela en tant que email simplement. Et du coup, si je viens à ce niveau et que je lance un var dump de ce qui est contenu dans email, vous allez vous rendre compte que je vais commencer par enlever le var dump que j'ai juste ici en dessous. Je vais donc revenir actualiser. Et vous allez voir qu'à ce moment, j'ai à chaque fois une chaîne de caractères. Pour mieux voir, je vais mettre ici un élément HTML. Pour cela, je vais mettre un pré. Ce pré, je vais le dupliquer et je vais le mettre juste en dessous. Et là, je vais fermer cette balise. Donc, vous allez voir que si je reviens de nouveau et que j'actualise par ici, mes éléments sont listés comme ceci. Ce n'est pas bien grave, mais là, j'ai un tableau qui contient un seul élément qui est l'email. J'ai un autre tableau qui contient un seul élément qui est l'email. Donc, à chaque fois dans le tableau, j'aurai une clé email. Je vais donc récupérer cette clé email qui va me renvoyer ici l'email en question et je vais stocker ça dans mon tableau All Emails. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement de dire, tu vas me prendre mon tableau All Emails et dans ce tableau, tu vas simplement me rajouter l'élément qui va s'appeler email et qui va porter la clé email. Aussi simplement que ça. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de dire, tu vas venir dans ce tableau qu'on a par ici, parce qu'à chaque fois, vous voyez que c'est un nouveau tableau qu'on obtient. Donc, lorsque tu vas arriver dans ce tableau qu'on a par ici, tu vas simplement récupérer la clé email qui se trouve à l'intérieur du tableau. Et cette clé email va renvoyer l'email qu'on cherche. Et vu que ça renvoie cet email, on va dire, tu stockes cet email dans le tableau All Emails. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est l'équivalent, par exemple, d'un array push. Et dans ce array push, je vais simplement lui dire, tu vas prendre le tableau All Emails que j'ai par ici. Et dans ce tableau, tu vas donc devoir ajouter les éléments qui portent la clé email dans l'autre tableau. Donc, en fait, les deux lignes que je viens d'écrire ici sont équivalentes. Et vous voyez qu'à ce niveau, ça me surligne l'élément. Et si je survole mon élément, vous allez voir ici qu'on me dit, j'utilise un array push avec un seul élément. Donc, il est préférable pour moi plutôt d'utiliser cette syntaxe qui est juste ici en dessous. Et vous allez remarquer que c'est exactement cette syntaxe que je viens d'écrire à ce niveau-ci. C'est aussi ça l'avantage de travailler avec les IDE. Les IDE sont tellement intelligents parce qu'ils nous permettent ici de corriger certains éléments superflus de notre code. Donc, si je reviens par ici, je vais actualiser. On devra avoir notre formulaire simplement. Maintenant, à ce niveau, je viens de dire que dans ce tableau, je vais renseigner toutes les adresses email qui se trouvent dans ma base de données. Et dès que j'ai toutes les adresses qui se trouvent dans ma base de données, je peux maintenant venir lancer la vérification qui nous intéresse. La vérification en elle-même nous demande de vérifier l'adresse email qu'on a renseignée ici et ensuite de s'assurer que ça n'existe pas déjà dans notre base de données. On vient de créer donc ici un tableau All Emails qui contient toutes les emails de notre base de données. Ce qu'on va simplement faire, c'est de venir comparer, de venir s'assurer que l'email qu'on a envoyé ici ne se trouve pas dans ce tableau qui se trouve à ce niveau-ci. Et pour faire simple, on a une fonction ici qu'on appelle inArray, qu'on a également vu lorsqu'on parlait des tableaux. Donc, comme je vous l'ai dit, regardez la vidéo concernant les tableaux. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Dans ce inArray ici, on va lui dire, tu vas nous récupérer l'email que l'utilisateur vient de renseigner à ce niveau. Cet email, tu vas la tester dans le tableau All Emails qu'on a.
Et si tu te rends compte que cet email existe dans le tableau All Emails, la seule chose qu'on a envie que tu fasses, c'est de nous redéfinir une erreur error. Et dans cette erreur error, tu vas simplement dire utilisateur existant. Maintenant, si je reviens par ici et que j'essaye de renseigner cette adresse email, lorsque je vais cliquer, on me dit là que j'ai une erreur, que InArray attendait exactement un argument. Là, j'ai utilisé la fonction isArray et pourtant, je voulais utiliser la fonction InArray. Donc, c'est ça en fait que je voulais utiliser. Désolé. On va donc revenir à ce niveau-ci. Et de là, si je renseigne déjà l'adresse email que j'ai en base de données, lorsque je vais valider, vous voyez qu'on me dit que cet utilisateur existe déjà. Donc là, tout va pour le mieux. Il nous reste quelques vérifications avant d'inscrire notre utilisateur. On va donc prendre ici le mot de passe. Et on a dit que le mot de passe doit être entre 8 et 32 caractères. Rien de bien compliqué. J'ai simplement à dupliquer ce que j'ai pas ici. Et de là, je vais demander à ce que ce soit pour le mot de passe. On s'est dit que ça devrait être entre 8 et 32 caractères. Et pour cela, je vais définir dans le tableau des erreurs une clé password. Dans cette clé password, je vais demander que ce soit simplement entre 8 et 32. Donc, si j'essaye de nouveau, vous allez vous rendre compte que en renvoyant, désolé, là, effectivement, ça n'affiche pas l'erreur parce qu'au niveau de mon HTML, je n'ai pas encore renseigné l'erreur relative au mot de passe. Donc, pour cela, ici, je vais simplement dire que désormais, tu vas travailler sur le champ password. Donc, si tu as une erreur password dans le tableau, tu vas devoir afficher cette erreur à ce niveau. Et si tu n'as pas d'erreur password, tu n'affiches rien du tout. C'est pour cela qu'on a une chaîne de caractères vide à ce niveau. Du coup, on va revenir ici et je vais resoumettre. Vous voyez là que c'est entre 8 et 32 caractères. Donc maintenant, on va revenir ici et on a notre dernière condition. Dans cette dernière condition, on nous demande ici de crypter le mot de passe avec l'algorithme Bcrypt. On aurait pu se passer de cette dernière instruction, mais le problème c'est que lorsqu'on travaille, on s'est dit qu'on se met en condition réelle. Et lorsqu'on vient s'inscrire sur notre site web, on a besoin d'avoir un mot de passe sécurisé. Si je reviens par ici, vous allez vous rendre compte que les deux premiers mots de passe sont en dur, par contre les autres sont sécurisés. Simplement parce que j'avais écrit ces mots de passe en dur dans ma base de données. Donc pour crypter ici le mot de passe, on va d'abord écrire notre code qui nous permet de renseigner nos éléments en base de données. Et une fois qu'on sera en train de renseigner en base de données, c'est en ce moment qu'on va crypter notre mot de passe. Mais maintenant, quelle est la condition qui nous permet ici de renseigner les éléments en base de données? On a créé ici un tableau errors et chaque fois qu'on avait une erreur, on créait une nouvelle clé dans laquelle on stockait cette erreur. Donc en fait, ça veut dire que chaque fois que notre tableau ne sera pas conforme, dans notre tableau errors, on aura une erreur. Et du coup, on peut donc lancer une condition if ici pour tester déjà le tableau errors. On va tester ici un empty errors. Et le empty errors ici va tester simplement si le tableau errors est totalement vide. Et si le tableau errors est vide, ça veut dire que notre formulaire a été rempli convenablement. Pour la simple bonne et unique raison qu'on s'était dit, tant qu'on aura une erreur, on aura une clé dans le tableau errors. Donc si on teste empty errors et on se rend compte qu'il n'y a aucune clé, ça veut dire qu'on a rempli notre formulaire convenablement. Et donc dès cet instant, on peut simplement renseigner nos éléments en base de données. Pour faire simple ici, je vais donc lancer une connexion à la base de données Database Connection. Cette fois-ci, je vais utiliser une requête de type prepare. Ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va parler des bases de données, vous allez comprendre quelle est la différence entre la requête de type query que j'ai fait par ici et la requête de type prepare que je suis en train de faire à ce niveau. Donc, dans cette requête de type prepare, on va donc mettre notre requête ici avec un insert into. Donc, je vais lui dire, tu vas m'insérer dans le tableau user, dans la table user. Et les éléments que tu vas m'insérer ici sera simplement l'ID, le name, le first name, l'email et le mot de passe. Pour l'ID, on ne va pas le renseigner simplement parce que l'ID se fait de façon en auto-increment. Du coup, je vais lui dire, tu vas me renseigner ces valeurs dans ma table user. Et pour ces valeurs, tu vas lui donner un certain nombre de values. Donc, je vais mettre ici values. Et là, ça devrait être en majuscule. Vous pouvez écrire en minuscule, ça ne dérange pas. Mais par convention, on vous conseille d'écrire en majuscule. Du coup, je vais dire que les valeurs que je vais renseigner au niveau du nom ici, je vais stocker ça dans un élément que je vais appeler name. Donc, je mets $name. C'est en quelque sorte une variable dans le langage SQL. Ensuite, je vais dire que pour le first name, je vais stocker ça également dans $firstName. Et là, je vais dire que pour le mot de passe, je vais stocker ça dans l'email en fait. Je vais stocker ça dans $email.
Et enfin, je vais stocker le mot de passe dans password. Une fois que ça sera fait, là, je viens d'écrire ma requête. Mais pour pouvoir continuer à traiter ma requête, je vais stocker ça ici dans un queue, un peu comme query. Et juste en dessous, je vais donc récupérer ce query que je vais donc exécuter. Pour l'exécuter, je vais devoir lui passer les variables qui vont être utilisées. On s'était dit ici là que pour le name, on va utiliser la variable name. Et donc, je vais venir à ce niveau et je vais dire l'élément qu'on avait appelé 2.name, tu vas lui donner ce qui provient de name par ici. Je vais donc devoir faire la même chose ici avec ce que j'ai appelé first name. Et je vais simplement lui dire, tu vas lui donner ce qui est contenu dans la variable first name. Un peu plus bas, je vais descendre, je vais récupérer ce que j'ai appelé email et je vais également lui dire ce qui est contenu dans 2.email par ici. Tu vas lui donner la variable email qui provient de notre formulaire. Donc, je vais mettre email. Et là, vous vous doutez très bien qu'au niveau du dernier élément qui sera le password, je vais lui dire ce qui est contenu dans 2.password. Je veux ici là que tu lui mettes la variable $password. Mais là, on a un problème parce que password, en fait, c'est le mot de passe qu'on met ici en dur. Et on s'était dit qu'on va hacher ce mot de passe. Donc ici, tout en dessus, je vais me créer une variable que je vais appeler hashPassword. Et pour cette variable, je vais utiliser la fonction PHP password hash. Ce que je vais faire, c'est de lui passer le mot de passe que l'utilisateur va mettre dans le formulaire en premier paramètre. Et je vais donc lui passer l'algorithme avec lequel je veux qu'on le crypte. Et pour cela, ici, je vais mettre le password bcrypt. Vous pouvez également mettre le password default ici. C'est la même chose. Mais moi, je vais mettre ici le password bcrypt. Et maintenant que c'est fait, le hash password que je viens de créer ici en haut, c'est lui que je vais plutôt envoyer dans ma base de données. Donc à ce niveau, je viens de finir d'écrire ma requête qui va me permettre de remplir ma base de données une fois qu'on n'aura aucune erreur dans notre formulaire. Maintenant que ça sera fini, on veut rediriger l'utilisateur vers une page et sur cette page, on va simplement le saluer. Donc pour cela ici, je vais utiliser une fonction PHP header qui permet de faire la redirection et je vais lui dire, tu vas faire un location. Pour ce location, tu vas rediriger l'utilisateur vers la page index.php. Mais maintenant, il faudrait qu'on salue notre utilisateur. Pour saluer notre utilisateur, il faut connaître son nom et son prénom. Le seul problème, c'est que vu qu'on n'a pas encore abordé les sessions, et lorsqu'on verra les sessions, vous verrez leur utilité. Vu qu'on n'a pas encore abordé les sessions, si on finit de renseigner l'utilisateur en base de données, en fait, on ne connaît plus son nom et son prénom. Vous avez remarqué que généralement, chaque fois qu'on a une erreur, le formulaire, il est vide ensuite. Le formulaire, il est simplement vide parce qu'on ne connaît plus le nom et le prénom de l'utilisateur. Donc, généralement, en PHP, on utilise les sessions ici pour stocker ces informations, pour pouvoir se déplacer de page en page. Parce que lorsque je quitte index.php pour process.php, toutes les données que j'avais sur index.php seront perdues. Du coup, ici, pour pallier à ce problème de façon primitive, mais ce n'est pas ce qu'on fera généralement, on va passer les éléments ici dans notre URL. Et ensuite, on va dire à notre URL, tu vas tester. Si tu trouves des éléments, tu vas récupérer ces éléments et tu vas saluer notre utilisateur. Donc, je vais donc dire, tu vas rediriger l'utilisateur sur index.php et tu vas passer des paramètres à l'URL. Le premier paramètre ici sera n pour name et ça sera ici la variable name. Ensuite, je vais mettre une SPLUET pour dire et je vais lui dire f ici pour first name et là, tu vas lui mettre la variable first name. Et je vais passer une troisième SPLUET et je vais lui mettre ici un e pour email et de là, je vais lui dire, tu vas simplement lui mettre la variable email. Donc, je vais rediriger l'utilisateur là et ensuite, je vais mettre un die pour arrêter le code ensuite. Donc, quel que soit ce qui sera après mon code à ce niveau, il ne sera pas exécuté. Maintenant que c'est fait, je pense qu'on est bon et pour cela, je vais revenir ici sur index.php. Là, on a notre formulaire et je vais supprimer ce deuxième bouton. Donc, notre formulaire, il est ainsi. Et on va faire un petit récapitulatif ou alors on va faire un test d'abord pour voir si ça fonctionne. Dans ce niveau-ci, je vais mettre Pierre et après je vais mettre Joe. L'email que je vais utiliser ici sera joe@gmail.com et je vais mettre un mot de passe quelconque qui sera compris entre 8 et 32 caractères.
À ce niveau déjà, lorsqu'on regarde au niveau du prénom, on devrait avoir une erreur. Donc, je vais valider et vous voyez que le prénom, c'est entre 4 et 32 caractères parce que le prénom, c'était Joe avec seulement 3 caractères. Donc, je vais remettre ici Pierre. Ensuite, je vais remettre mon Joe, mais cette fois, il va lui ajouter un H et je vais mettre l'email que je viens de mettre tout de suite, joe@gmail.com et de là, je vais mettre un mot de passe. Une fois que ça sera fait, je vais cliquer ici sur inscription et là, je me rends compte que l'inscription a été faite. Au niveau ici de mon URL, vous allez vous rendre compte que j'ai effectivement N égale Pierre, F égale Joe et que j'ai l'email qui apparaît juste après. L'email en question ici, ça m'indique que c'est error, ça veut dire que j'ai écrit quelque chose de pas bien dans mon code. À ce niveau, j'ai mis S, mais je veux que ce soit uniquement un email, l'email qui est fourni ici depuis notre formulaire en fait. Donc du coup ici, mon inscription s'est bien passée, mais je n'ai pas mon message de salutation. Donc pour vérifier, on peut venir ici et si j'actualise, vous allez voir qu'effectivement, j'aurai Pierre Joe avec son email, mais il n'a pas été salué comme on devrait le voir dans notre formulaire par ici. Simplement parce que pour saluer cet utilisateur, j'ai besoin d'afficher les salutations. Pour cela, ici, on va venir juste ici dans notre body et je vais me créer une classe, un élément qui va porter l'identifiant greet, la classe greet. À l'intérieur, on va par exemple dire bienvenue, coding pour le moment. Je vais donc repartir ici dans mon CSS et je vais également styliser cet élément qui portait la classe greet. On va simplement lui donner ici un font size à 24 pixels. Je vais lui mettre une couleur totalement blanche, un font weight de 700. Je vais mettre un padding de 12 et de 24 pixels. On va mettre un margin bottom à 1 rem. Je vais lui mettre ici une couleur de fond, background. Et pour cela, je vais travailler avec les variables. Comme je vous l'ai dit, ce tutoriel, normalement, je l'avais déjà fait précédemment. Donc, vous n'avez qu'à regarder dans la description de cette vidéo et vous verrez le lien vers ce tutoriel. Une fois que c'est fait, je me dis que je veux que ce soit légèrement arrondi. Donc, je vais mettre ici des border radius à 4 pixels. Maintenant que c'est fait, si je reviens ici et que j'actualise ce que j'ai, vous voyez que j'ai ici bienvenue coding. Donc, il va prendre simplement cet élément que je lui ai mis ici et il va me l'afficher. Maintenant, je me dis que je veux que ce soit placé juste au-dessus. Donc, je vais revenir dans mon style CSS et je vais venir dans mon body. Dans le body, je l'avais mis en display flex, align content et justify content center. Mais après ça, je vais le mettre ici en flex direction column. Donc, si je reviens de nouveau et que j'actualise, vous voyez que désormais, on a ces éléments juste ici en haut. Donc maintenant, on va donc refaire un test et comme toujours, il faudra afficher cet élément sous condition. Donc pour afficher cet élément sous condition, on va devoir revenir dans notre HTML et là, on va lancer une condition simple. Ce que je vais faire, c'est simplement d'ouvrir mon élément PHP que je vais refermer un peu plus bas. Dans cet élément PHP, je vais simplement me dire qu'on va afficher le code qu'on aura à ce niveau-ci. Là, pour le moment, ça va me renvoyer une erreur. Donc, ce que je peux faire, c'est de commencer par fermer mon PHP ici, de réouvrir mon PHP juste en dessous et de laisser ce code au milieu. Ce que je vais faire, c'est de me dire, on va lancer une condition if. Et dans cette condition if, on va tester ici le get. Pourquoi est-ce qu'on teste le get? Parce qu'on s'était dit dans les formulaires, lorsqu'on travaille avec la méthode get, on a les paramètres qui vont généralement venir se retrouver ici au niveau de l'URI. Et pour récupérer ces paramètres, on utilise ici la super global get. Donc dans cette super global, je vais lui dire, tu vas tester ce que tu récupères dans l'URI. Si tu trouves le paramètre n, ça va correspondre au nom. Donc je vais mettre ici get n. Et pour que ce soit bien testé, je vais copier ceci et je vais lui dire, on va tester si cette valeur existe. If is7 $get. Et on va également tester le get, désolé, là j'écris du n'importe quoi, et on va également tester le get de f. Pour cela, il faudrait mettre ça ici. Donc en gros, je vais mettre ça dans le i7 pour être sûr que je n'aurai pas de problème. Donc en gros, je suis en train de lui dire, tu vas tester si $getN existe ou alors si getF existe.
Lorsqu'il va venir, il va tester, est-ce que j'ai N par ici? Oui, j'ai N. Est-ce que j'ai F par ici? Oui, j'ai F. S'il a ces deux éléments, il va simplement venir ici un peu plus bas et là, il va nous afficher ces deux éléments en eux-mêmes. Donc, il va simplement nous afficher ici, bienvenue. Ensuite, il affiche ce qu'il va récupérer dans getN et il affiche ce qu'il va récupérer dans getF. Donc, dans le cas présent des circonstances, vu qu'ici on a N qui est Pierre et on a F qui est Joey, si j'actualise simplement ça, vous voyez qu'il va nous dire ici bienvenue Pierre Joey. Maintenant, comme j'étais en train de vous dire initialement, ce n'est pas une méthode qui est très adéquate parce qu'en fait, à ce niveau, il n'y a eu aucune inscription. L'inscription s'est passée depuis près de 2 minutes déjà. Pourtant, c'est quand même cet utilisateur qui est salué simplement parce que ces données se retrouvent ici dans l'URI. Donc, ce qu'on va faire dans les prochaines parties, c'est de travailler plutôt avec les sessions pour s'assurer qu'une fois qu'on salue l'utilisateur, après son inscription, on détruit la session. Ça fait en sorte qu'on ne va pas revoir ces mêmes informations s'afficher un peu plus tard. Donc, on va faire un nouveau test ici. Et là, on va mettre Thérèse. On va mettre Pauline. Et je vais mettre ici un pauline@gmail.com. Et de là, je vais mettre un mot de passe quelconque. Je vais ensuite cliquer sur inscription. Vous voyez que j'ai bienvenue Thérèse, Pauline. Et si on revient par ici et qu'on actualise, vous allez voir effectivement qu'on a Thérèse, Pauline à ce niveau-ci. Donc, quand je vais revenir, vous allez voir qu'à ce niveau, au niveau du paramètre N, on a Thérèse. Au niveau du paramètre F, on a Pauline. Et au niveau de l'adresse email, on a son adresse email qui apparaît à ce niveau-ci. Donc, là, déjà, on vient de finir avec ce TP. C'est qu'il aurait été relativement long. On a révisé tous les concepts qu'on a vus depuis le début de la formation, notamment les variables, les tableaux, les chaînes de caractères, les fonctions, les éléments HTML. Et en prime, on a vu comment est-ce qu'on peut mettre le HTML dans notre tableau, comment est-ce qu'on peut mettre les éléments de sécurité, les structures de contrôle. Et là, on s'est rendu compte qu'on était limité parce qu'en fait, on ne connaît pas encore très bien les bases de données qu'on verra bientôt. Et la deuxième chose, on n'a pas encore vu les sessions. Parce que lorsqu'on va voir les sessions et les cookies, je vous montrerai également comment est-ce qu'on peut implémenter l'option Remember Me, qui permet ici de se souvenir d'un utilisateur. Comme ça, lorsqu'il revient sur le site la prochaine fois, il n'a aucun problème pour se connecter. Donc, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo.